puisqu'on parle de l'Iran, il y a un sujet qui me bouleverse littéralement. C'est que j'ai trouvé que mes confrères, les politiques européens, ont été peu diserts, peu bavards sur les massacres du 8-9 janvier 2026. Voilà. Et la question que je voulais qu'on se pose, c'est est-ce que ces massacres, peu importe le véritable nombre, les Iraniens disent plus de 40 000, d'autres disent 30 000, d'autres disent 20 000, peu importe. Ces massacres qui ont été organisés, pensés, anticipés, préparés. On ne tue pas comme ça des milliers de personnes sans préparer son coup. Et ces massacres sont-ils d'une autre nature que simplement le fait de réprimer cruellement des manifestations? S'agit-il d'autre chose sur le plan du droit international? C'est la question que je voulais poser à mes invités. Tout de suite, regardez ce reportage qui nous montre tout simplement un recueil de témoignages avec des smartphones, avec des téléphones portables depuis l'Iran. Cette Iranienne a pris un risque en filmant pour nous ces rues désertes. C'était il y a 4 jours, dans l'ouest du pays. Les forces sont toujours déployées dans les rues pour empêcher toute personne de protester. Très vite, à travers la vitre, elle repère un gardien de la Révolution armé et encagoulé. Par peur d'être repérée, elle coupe la caméra. Coupe. La jeune femme a participé aux manifestations dans sa ville le 8 et le 9 janvier dernier. 2 nuits de massacre où les forces du régime n'ont pas hésité à tirer avec des armes lourdes, comme nous le montrent ces images que nous avons pu recueillir. J'étais en train de manifester et ils ont visé mes pieds. Ils tiraient sans distinction sur les jeunes et les vieux. Rien n'avait d'importance pour eux. Blessée à la jambe sur la photo qu'elle nous envoie, elle s'estime pourtant chanceuse de s'en être tirée. Les gens n'arrivaient pas à emmener leurs proches vers les hôpitaux, car les forces de répression fermaient les rues et les encerclaient pour leur tirer dessus. À Téhéran, cette interne raconte l'horreur dans les couloirs de l'hôpital où elle travaille. Elle a soigné des blessures de guerre. Une majorité des blessés que nous avons récupérés avaient reçu des balles à la tête. C'était presque des cadavres. Si les autorités iraniennes parlent de 3000 morts, selon les estimations des ONG et des témoignages sur place, la répression aurait fait plus de 30 000 victimes, rien qu'en 2 jours. L'habitude. Didier Djadi, vous êtes d'origine iranienne, vous êtes universitaire français, réfugié politique iranien, vous êtes en connexion téléphonique autant que faire se peut tous les jours avec des gens en Iran qui réussissent à vous joindre, à vous faire passer des messages et surtout à vous raconter. Dites-le avec vos mots à ceux qui ne savent pas ce qui s'est passé et la façon dont les polices et les milices ont tué dans ces 2 journées funestes du 8 et 9 janvier. Absolument. Donc à la fois le travail des pastorants, mais également des basijis, mais aussi des mercenaires étrangers, disons en Iran là. Donc pour le régime, on vient d'avoir pas mal de vidéos également sur ce point-là. Il y a des agents du régime qui disent « on a bien fait de massacrer tout le monde » parce que ces gens-là étaient des mécréants, étaient effectivement maudits par le Coran et il fallait liquider absolument là. Et donc, ne regrettez rien. C'est dans les vidéos là. Et d'autre part, on a vu effectivement des militaires avec des mitraillettes, avec des fusils, avec également des couteaux, mais également avec des machettes, comme des Daesh, si vous voulez là. Eh bien, ils trouver tout ce qu'ils trouvaient dans les rues, dans les quartiers, voire dans l'entrée des maisons, ils devaient les tuer. Ce qu'ils ont fait, véritablement des petits, des grands, des personnes âgées, etc. D'où effectivement un nombre important des jeunes, si vous voulez, car au moment où il y avait l'appel, les gens sont descendus dans la rue. L'appel à la prière Non, pas du tout. L'appel qui a été lancé... L'appel à manifester, d'accord. À la vie, là. Absolument. Donc les Iraniens ne sont pas aujourd'hui du tout, disons, pour participer effectivement à la prière et tout ça. C'est complètement changé chez
chez les Iraniens, si vous voulez là. Et donc effectivement, et les gens ils sortaient pour qu'il y ait une certaine fête, si vous voulez, là. Donc, avec beaucoup d'enfants. Et donc, les enfants et les personnes âgées, etc., ont été fusillés directement. Et n'oublions pas également, on a des témoignages. Dans les hôpitaux, il y avait également l'agression donc, des passerans qui allaient chercher les gens qui étaient transférés dans les hôpitaux pour, effectivement, finir le travail. On a eu également des informations concernant des tas de, disons, de corps et des cadavres dans des endroits différents, eh bien, par exemple, chambre froide, il y avait encore des gens qui étaient vivants, si vous voulez, là, et qui étaient mêlés et mélangés avec les corps sans vie également. Il y a également la question donc, des filles iraniennes. Donc, beaucoup de familles aujourd'hui sont véritablement inquiètes car ils ont des informations concernant les garçons, mais les filles ne sont pas on n'a aucune indication ni concernant la mort de ces filles-là, ni concernant effectivement s'ils sont dans les hôpitaux et tout ça. Donc, il y a une pensée, une réflexion en disant peut-être que le régime il est en train de pratiquer effectivement l'esclavage sexuel par rapport à ces filles-là, car les mercenaires qui ont participé à la répression, eh bien, sont récompensés de cette manière. Les mercenaires, ils viennent de quel pays, les mercenaires qui sont venus réprimer dans les... Des Irakiens, des Libanais, des Afghans et des Pakistanais, et également on a eu quelques éléments comme donc des Syriens également qui étaient proches du pouvoir islamique au moment où le régime iranien était là en Syrie pour défendre le régime Assad. Eh bien tous ces gens-là étaient autour donc de ce régime. Est-ce que ça a été préparé, anticipé? Parce que absolument. Oui. Absolument. On a donc des éléments d'information que le régime, à partir d'une analyse de la situation explosive en Iran, les mécontentements, et que donc les manifestations ont démarré la fin du mois de décembre, si vous voulez. Et ensuite, quand ils ont demandé à ce qu'il y ait une répartition sur la géographie iranienne des forces de répression, ils ont également ajouté et renforcé la présence donc de ces milices étrangères. Et donc, au bout d'une semaine, encore, ils sont arrivés dans les grands centres donc, des différentes villes, si vous voulez. Donc, une préparation. Et ils ont donné également toutes les armes. Eh bien, ils ont distribué. Ils ont fait, si vous voulez, une préparation également politico-psychologique par rapport à ces gens-là. Donc, véritablement, il s'agit d'un acte qu'on peut qualifier comme crime contre l'humanité. Voilà, c'était la question que je voulais vous poser. Pardonnez-moi, mesdames, messieurs, on a été un peu long. Certaines personnes peuvent peut-être penser que tout ça est un peu abrupt et un peu dur, mais bon, c'est un sujet qu'il faut qu'on évoque, car il n'y a pas grand monde qui l'évoque. On a demandé justement à Anne Savinel-Barras, présidente d'Amnesty International France, d'être avec nous. Bonjour madame, et pardonnez-moi de poser le sujet comme ça, de façon un peu brute sur la table, car nous n'avons pas réfléchi pendant des mois avant de décider d'en parler, de vous inviter. Je n'ai pas de questions très précises à vous poser, sinon que comment fait-on pour, dans une dictature assez imperméable, totalement imperméable même, pour enquêter, pour un petit peu comprendre la nature des massacres qui ont été perpétués? Peut-on déjà, est-ce qu'il n'est pas un peu tôt pour les qualifier? Faut-il enquêter? Enfin voilà toutes les questions un peu brutales que j'ai envie de vous poser, madame. Bien, ce qu'on peut dire, c'est que les événements en Iran là ne sont pas arrivés d'un seul coup, seuls, sans qu'il ne se soit rien passé auparavant. Cela fait des années que nous enquêtons, que nous récoltons des preuves sur ce qui se passe en Iran. Donc nous avons nos correspondants depuis très longtemps. C'est par leur intermédiaire que nous réussissons à avoir à la fois des témoignages directs, des témoignages indirects de familles qui ont été touchées. C'est par leur intermédiaire également que nous recevons des vidéos, des photos que nous pouvons identifier dans notre laboratoire de preuves. Et c'est ainsi que nous affirmons donc depuis maintenant quelques semaines qu'il s'agit vraiment de violences d'une ampleur inégalée, des violences extrêmes qui en fait se perpétuent de manière beaucoup plus forte que ce qu'on a pu connaître dans les manifestations précédentes. Je pense notamment aux manifestations de 2020
2022, où on était loin d'atteindre des chiffres d'une telle ampleur. Néanmoins, ce gouvernement, ces autorités iraniennes, en fait, sont dans un cercle continu de répression, de massacres et dans une impunité totale. Donc rien n'est fait, rien n'a été fait jusqu'alors pour faire cesser ces crimes, pour faire cesser ces meurtres de civils. On parle effectivement de morts, mais tellement et tellement de blessés, de personnes qui ont disparu, dont on méconnaît totalement aujourd'hui le lieu où elles se trouvent. On parle aussi de personnes arrêtées par milliers avec des tortures dans les prisons iraniennes. Et ces tortures-là, ça fait longtemps que nous les documentons. Donc nous savons bien qu'effectivement, aujourd'hui, toutes ces personnes arrêtées ou entre les mains des autorités iraniennes, eh bien, subissent le pire. Vous restez avec des sujets, encore une fois, qui se répètent, des massacres qui se répètent d'année en année, avec une ampleur aujourd'hui tellement plus importante que jusqu'alors et qui nécessite véritablement que tout soit mis en œuvre pour que ça cesse. C'est ça qui nous interpelle, Grégory Phillips, parce qu'on entend là l'impunité totale. On se souvient tous du début de la guerre en Ukraine. Avec Boutcha, on était quoi, en mars 2022 ? Ouais. Toute la communauté internationale criait aux crimes contre l'humanité, aux crimes de guerre. Pourquoi il y a ce silence qui entoure ce massacre-là ? D'abord parce que, vous l'avez dit, les jours les plus meurtriers ont été les 8, 9 et 10 janvier, et qu'à cause du blocus de l'Internet, on a mis du temps un petit peu à avoir des vrais témoignages, à avoir les images de la morgue qui sont absolument terribles. Ce qu'il y a d'affreusement triste, ou je ne sais pas, triste, le mot est évidemment trop faible, c'est un régime qui massacre son peuple. Ouais. Ils ont pris la décision d'aller massacrer leurs jeunes. Leurs enfants. Leurs enfants. 30 000 personnes. C'est Bassidji, c'est Pasdaran. Ces hommes qu'on voit ouvrir le feu, ils ont des familles. J'imagine. Quand ils rentrent le soir chez eux, il y a leurs femmes, leurs cousins, leurs proches, et ils ont massacré leur peuple. C'est aussi pour ça que, quand on évoquait la possibilité d'une action contre Khamenei, mais Khamenei, il doit être jugé. Je ne sais pas ce qu'en pensent les Iraniens. Il faut impérativement qu'un jour, il soit jugé pour ce qui s'est passé les 8, 9 et 10 janvier, comme il devra être jugé pour ce qui s'est passé en 2022. Et puis, dernière chose, les milliers de personnes arrêtées. La réalité des prisons iraniennes est terrible. C'est la torture, c'est les viols, ça a été documenté par Amnesty. Les blessés, je me souviens, en 2022, il y avait des cliniques clandestines parce que les gens n'osent même pas aller à l'hôpital. Ils savent qu'à l'hôpital, vous allez vous faire rafler. Donc il y avait des cliniques clandestines avec des Iraniens qui prenaient des risques énormes pour mettre un bandage, pour soigner un blessé par balle. Ces gens-là, aujourd'hui, sont dans des états sanitaires très compliqués et ne peuvent même pas aller à l'hôpital. Des médecins ont été arrêtés, emprisonnés. On n'a pas de nouvelles de médecins iraniens parce qu'ils ont soigné dans des hôpitaux des blessés qui sont arrivés. Ils ont et plus grave, alors moi je trouve ça fou, je vous donne le micro, plus grave, alors je trouve ça délirant, les Pasdaran, le soir des manifestations, qui attaquent les hôpitaux pour aller finir le travail, parce qu'il y a des blessés manifestants. Non, mais c'est exactement ce que je voulais dire. C'est-à-dire qu'ils ont pris les vidéosurveillances des hôpitaux pour voir qui était soigné. C'était Le Monde qui a dévoilé ça ce matin, qui disait qu'effectivement, ils poursuivent les médecins, ils ont emprisonné des médecins, ils ont fait disparaître des médecins. C'est ahurissant, en fait. C'est-à-dire qu'on est arrivé à un niveau de violence contre son propre peuple, vous avez raison. Mais ce que je trouve intéressant dans ce que vous venez de dire aussi sur le fait que les Pasdaran tuaient leur propre peuple, c'est quand même, ça veut dire à quel point le régime est encore solide. Parce qu'il n'y a pas eu de dépôt d'armes, en fait. Il n'y a pas eu de gens qui se sont dit, bon, là, en fait, parce qu'ils doivent avoir le cœur au bord des lèvres, mais ils doivent se dire, en fait, ce pouvoir tient suffisamment pour que j'accomplis ces ordres, ce genre d'ordre, je le fais quand même. Exactement. Renaud. Oui, non, deux petites choses. J'avais déjà évoqué la semaine dernière ce stagiaire qu'on avait reçu à LCI il y a 3 ans, au moment en 2023 déjà, des émeutes et de la répression. Femme, vie, liberté. Et j'avais eu de longues discussions avec ce stagiaire de parents iraniens, français, mais de parents iraniens qui avaient de la famille en Iran, et je lui avais dit, est-ce que tu penses que cette fois-ci, compte tenu de l'ampleur de la révolte, il y a une chance que le régime vacille ? Et immédiatement, il m'avait dit non, non, je n'y crois pas. Il n'y a aucune chance que le régime vacille, parce que les gardiens de ce régime sont des sanguinaires,
C'est des gens qui n'ont absolument rien à faire de la vie humaine, qui sont aux ordres du régime, qui profitent financièrement de ce régime. Oui, on a parlé hier, pour ceux qui n'étaient pas là, des centaines de milliards accumulés par les dignitaires du régime depuis 1979. Et par les gardiens. Et par les gardiens de la Révolution. Et il y a un ruissellement où, je parle sous votre contrôle, mais des centaines de milliers de personnes profitent du système. Bien sûr. Donc ils n'ont aucun intérêt à ce que le régime chute. La population, les Pasdaran qui profitent de ça. Ils profitent de ça et donc ils tirent à vue. Et il me disait dernière chose, déjà à l'époque, il me disait, mais Renaud, l'Iran, ça n'a rien à voir avec la Russie, par exemple. On dit que c'est une dictature, Poutine. Bien évidemment, c'est une dictature. Mais les images qu'on a vues de gens qui tirent à vue avec des fusils mitraillettes, des fusils de chasse, qui vont à l'hôpital, mais il n'y a pas ça en Russie. Il n'y a pas ça en Russie. En Russie, on prend une bagnole, on entoure l'opposant, on le met en prison, et puis... Mais il n'y a jamais des tueries contre les Russes, pareil. Est-il vrai qu'on a nassé, enfermé des marchés, fermant des marchés où le public allait faire son marché le matin, et on a muré les portes, mettant le feu à l'intérieur, laissant une seule porte ouverte et attendant tous les gens qui sortaient victimes du feu, et on les a mitraillés tous sans distinction. C'est vrai ça ? C'est le marché de Rasht qui est effectivement au pied de la mer Caspienne. Eh bien, c'est un système circulaire, le marché là. Donc il y avait beaucoup de gens à l'intérieur du marché, et donc qu'est-ce qu'ils ont fait ? Ils ont mis du feu, ils ont fermé donc un côté donc de l'entrée du marché, et les gens, dans un moment là, il y avait des explosions et le feu, etc. Ils cherchaient à s'enfuir là, et ils étaient devant avec les mitraillettes, et ils empêchaient les gens de sortir pour que la totalité des personnes à l'intérieur du marché soient brûlées. Et pardonnez-moi, n'oublions jamais cela. 4 mois avant la révolution islamiste en Iran, là, il y avait le cinéma Rex, c'est indiqué partout, là, si vous voulez, là. 400 personnes ont été brûlées à l'intérieur du cinéma Rex qui était à Abadan. Et tout le monde a dit que c'est le régime du Shah qui a fait cela, etc. Et après, on a découvert que c'était des mollahs pour dresser la situation iranienne contre le régime du Shah. C'était des mollahs, le complot des mollahs qui avaient fermé effectivement les portes donc de sortie de ce cinéma-là, et 400 personnes ont été brûlées. Savineh El-Barras, est-ce qu'à Amnesty International, vous avez eu des preuves comme celle-ci, des témoignages d'exactions commises lors de ces nuits-là, donc les 8, 9, 10 janvier dernier? Au regard des témoignages qui viennent d'être donnés, je ne peux pas en ajouter ni confirmer, car je n'ai pas aujourd'hui les éléments. En tout cas, nous n'en disposons pas. Et comme vous le savez, quand nous affirmons certaines choses, eh bien, derrière, nous avons tout un système de validation qui aujourd'hui n'est pas prêt. Donc, ce que l'on sait, c'est qu'effectivement, la répression a été absolument terrible. Et je voudrais dire qu'elle continue. Elle continue. Aujourd'hui, il y a l'armée qui patrouille dans les villes, dans les villages. Il y a des forces de l'ordre donc cagoulées qui traversent les villes dans des pick-up avec des mitraillettes. Enfin, le climat de terreur se poursuit. Et je voudrais revenir sur ce qui me semble aussi important, c'est le sort qui est réservé aux malheureux blessés qui fréquentent les hôpitaux, donc qui sont effectivement poursuivis, et au personnel de santé qui aujourd'hui sont menacés, c'est-à-dire que s'ils ne donnent pas le nom des blessés qu'ils ont soignés à l'hôpital, eh bien certains sont arrêtés. Donc on voit bien que les choses continuent, que c'est vraiment une répression très organisée qui vise non seulement à stopper tout désir de manifestation, mais qui vise aussi à faire peur à l'ensemble de la population pour créer véritablement un climat de peur, de crainte terrible qui empêche les gens de sortir. Merci beaucoup, madame. Nous aimerions, en tout cas, nous, à LCI, être un peu moins seuls à parler, non pas du massacre, je dirais plutôt de la nature du massacre. La façon dont il a été orchestré, préparé, anticipé, en fait
à mon avis, un massacre qui, sur le plan du droit international, est un peu différent de la répression simplement cruelle et violente d'une manifestation. C'est à mon avis beaucoup plus que cela et j'espère que le droit international le reconnaîtra et mettra les responsables iraniens devant leurs responsabilités judiciaires.